chers téléspectateurs. La prêtresse du Muvungu est déjà très bien installée dans ce studio. Mardi oblige qu'il est consacré justement avec les thématiques que nous abordons, notamment sur l'éducation de la femme en Afrique. Et ce matin, nous allons justement évoquer le cas de la royauté. Les femmes qui étaient reines à cette époque de l'Afrique traditionnelle, étaient-elles prédisposées? Y avait-il des circonstances à travers lesquelles elles étaient justement nommées ou alors consacrées reines? C'est autant de questions et bien d'autres que nous allons voir justement avec la prêtresse de Muvungu, qui est déjà très bien installée, comme je l'ai dit tantôt. Vous aussi à la maison, installez-vous confortablement, car elle va encore nous apporter des éléments nouveaux relatifs à cette thématique. Puissent nos ancêtres toujours et toujours nous guider et nous accompagner tout au long de cette nouvelle production. Matriarche Nangojoy, Otep, Meye Gabeo, Mbembengoge, Mbembenkiri, c'est le matin. Mbembenkiri. Oui. Ah, c'est le matin. Mbembengoge, c'est le soir. Oui. Ah, d'accord. Bienvenue. Bienvenue et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On va encore fructifier notre retour aux sources avec certains conseils et des enseignements, surtout pour la femme matriarche, reine, princesse. Il faut dire, matriarche Nangojoy, que beaucoup de téléspectateurs et beaucoup d'abonnés, justement, t'apportent des motions de soutien, des félicitations par rapport à tout ce que tu dis ici, qui est également une découverte pour eux. Ils ont beaucoup apprécié justement l'émission de la semaine dernière, là où à travers les fruits, n'est-ce pas, on pouvait recouvrer la santé, les avocats, la mangue, la papaye et tout ça. Beaucoup ont appelé justement pour te remercier et beaucoup même ont décidé de te solliciter hein, justement pour que tu leur apportes davantage en offre. Les fruits qui soignent et en fait tout ce qu'on doit consommer doit être un traitement, un premier médicament pour notre santé. D'accord. Dans l'histoire de l'Afrique, depuis l'Égypte antique, nous avons justement constaté qu'il y a eu beaucoup de reines. Contrairement à aujourd'hui où le patriarcat a pris le dessus, on voit beaucoup plus les hommes présidents de la République, on voit beaucoup plus les hommes rois dans les pays où c'est la royauté justement qui règne encore là-bas. Or, nous savons que dans une certaine époque en Afrique, il y avait beaucoup de femmes qui étaient reines. Nous allons commencer par le début, matriarche. Comment est-ce que une reine était consacrée à cette époque? Nous allons commencer peut-être par le Muvungu. Est-ce que les femmes Muvungu pouvaient être à la fois initiées du Muvungu et être à la fois reines, par exemple? Bien, merci pour cette question. Voici les éclaircissements. Une femme initiée au Muvungu est automatiquement reine. Ah, d'accord. Automatiquement reine parce que dans le Muvungu, on ne peut que se faire initier de la créativité de la nature. Donc, la créativité de la nature veut dire que Dieu a créé le ciel et la terre et le Muvungu a acquis beaucoup de connaissances dans ce ciel et terre. Donc, c'est-à-dire de cette nature-là. De cette nature. Parce que là-dedans, on trouve l'astronomie, on trouve tout ce qu'on peut trouver dans l'économie, la politique, la vie sociale, la médecine surtout. Dans le Muvungu. Dans le Muvungu. Et c'est dans le Muvungu que l'homme découvre ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Dans le Muvungu, c'est là qu'on découvre aussi le diagnostic de même les cadavres, l'autopsie. Ah, dans le Muvungu, vous faites l'autopsie? Oui, on fait l'autopsie. Tu es mort de quoi? Il souffre de quoi? On consulte, il souffre de quoi? Bon, il est mort de quoi? Et tout et tout. Parce que récemment, au pays, dans certains pays, ce n'est pas seulement nos frères de l'Ouest qui font l'autopsie pour regarder le corps, il est mort de quoi?
même si on ramène le corps là de Paris. Mais même chez nous, les bazars, on faisait aussi ça. Mais c'est l'Église qui a défendu seulement. On faisait aussi, on dit que les femmes partent laver le corps derrière la maison. On fait l'autopsie. Elle est morte finalement de telle maladie. Elle a eu un arrêt cardiaque, par exemple. Elle a eu un mal au cerveau. Peut-être qu'elle a contemplé, elle était seule. Elle a eu la morsure de serpent. Elle a eu ceci. Il y avait l'autopsie. Et maintenant, ces femmes de Muvungu, c'est elles qui devenaient les reines. Elles devenaient les reines comment? Elles devenaient les reines par rapport au regroupement social qu'elles apportaient dans le village. Elles deviennent donc reines et c'est elles qui gèrent tout le village tout en promulguant certaines lois. D'accord, matriarche, nous allons aller pas à pas, hein? Nous allons aller pas à pas et on va commencer dès le début. Quand une fille naissait, est-ce qu'on pouvait voir en elle une future reine? Si oui, comment est-ce que ça se passait? Quelles sont les dispositions qui étaient prises par les anciens pour dire effectivement que une telle qui vient de naître est une reine? Nous allons commencer par là et puis on va évoluer au fur et à mesure et voir également comment est-ce que une femme ou alors une fille peut hériter la royauté à son papa, par exemple. Nous commençons par la naissance. La naissance. Comment est-ce qu'on pouvait déjà voir qu'un nouveau-né qui a les prédispositions d'être roi ou d'être reine, c'est par quand l'enfant naît. Après que, dernièrement, dans l'émission antérieure, on a parlé de la lune, montrer la lune à l'enfant. Bon, maintenant, quand l'enfant naît, qu'il ouvre déjà les yeux, déjà cet enfant qui naît dans une chaîne de royauté, on ne le sort pas vite dehors. Quand l'enfant la sort, on lui montre la lune. La première fois, on attend encore 3 mois. On part encore lui montrer la lune. Maintenant, on regarde ce geste de cet enfant. On lui laisse, s'il était couché entre les mains, on lui fait asseoir, parce que quand l'enfant a déjà 3 mois, il tourne déjà bien la tête. Et là, quand tu lui montres la lune, il va toujours se référer à regarder la lune. Là, tu sais que il peut être successeur d'un roi ou d'une reine. Si c'est une fille, elle sera une reine. Tu vas déclarer donc à haute intelligible voix que cet enfant sera reine. Parce que d'elle seule, elle a regardé la lune. Parce qu'avec la lune, il y a une certaine connexion. Une connexion mystique. Une connexion spirituelle, mystique. Donc, la lune l'a déjà couronnée. Tu vois, souvent, on fait les dessins, on fait l'image de la lune. Une auréole là sur la tête. Voilà. C'est que la lune l'a appelé. Puisqu'on attend que la lune l'appelle. On dit à ce moment-là, en langue traditionnelle, qu'on attend que la lune l'appelle. Mais c'est seulement au bout de 3 mois. Ça peut aller au-delà de 9 mois, 1 an. Ça peut aller au-delà de 9 mois, 1 an. Mais il faut qu'il y ait un observateur qui regarde ça. Ah, d'accord. Chaque fois qu'il voit des signes de l'enfant vis-à-vis de la lune. Vis-à-vis de la lune. Et c'est ça qui fait que cet enfant n'aura plus le même comportement avec les autres. On va commencer à lui donner une éducation particulière. On va commencer à lui donner une éducation particulière avec les autres. Et tu vas remarquer que quand il commence à faire ses premiers pas, quand il y a la lune pleine, il sort lui-même en soirée. Tu vas te dire, oh, mettez l'enfant dedans, il fait déjà nuit, non. Il va sortir, il regarde la lune, il sourit. Il sourit. C'est-à-dire il y a une connexion. Il y a une connexion. Deux fois, il montre le doigt.
il y a une connexion Mhm. mystique, il y a une connexion. Donc, ces enfants qu'on fait souvent l'erreur, on dit mon enfant, mon père était roi, moi-même je suis roi, je suis princesse, je suis reine. Mais les enfants que tu accouches, tu les mets dans un autre protocole spirituel, culturel. Donc, ça ne donne pas. D'accord, Mathias, on en vient. Maintenant, tu as dit que quand la fille naît dans la famille royale, la première question que je vais poser, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un couple lambda qui peut faire une fille et que cette fille a des prédispositions de reine? Est-ce qu'il faut toujours être dans la famille royale pour avoir des prédispositions de reine? Est-ce qu'un couple lambda qui n'a rien à voir avec la royauté peut accoucher une fille et que cette fille a justement les prédispositions pour devenir reine? Oui. Une fille qui est née dans une famille qui n'est pas de la royauté peut devenir reine. Même dans le gouvernement, il y a les postes créés. C'est comme ça que la nature crée aussi. D'après le volume des hommes. Donc, comme on dit, accoucher, remplissez la terre. Donc, c'est comme ça que les nouveaux rois, les nouveaux reines naissent. Il n'est pas obligé que, même dans l'historique de la Bible, on dit que le tel roi a déménagé, il est parti créer une autre royauté dans tel village. Donc, si dans ce village, personne n'a eu à observer la royauté, un autre roi peut venir s'installer. D'accord. C'est comme ça qu'une personne qui est née comme ça dans une famille lambda peut devenir roi, peut devenir reine. Donc les reines chôment en route. Tu vas te demander, il y a des reines, moi je croise souvent les reines, qu'elle-même sait qu'elle ne sait pas qu'elle est reine. Justement, j'allais poser la question. Bon, et maintenant, est-ce que la fille qui sort de la famille royale est automatiquement aussi une reine? Ça veut dire que si un roi fait une fille, par exemple, avec son épouse, nous savons automatiquement qu'elle sera princesse parce que c'est la fille du roi. Bon, maintenant, est-ce qu'elle peut succéder à son père ou alors au-delà du titre de princesse, elle peut également, elle doit automatiquement être reine ou alors peut naître simplement comme ça, là, comme toute fille peut naître dans une famille, mais le fait qu'elle naisse dans la famille royale, elle est princesse. Elle est princesse verbale. Elle est princesse verbale parce que si du vivant de son père, il n'a pas pris les dispositions de lui mettre au recouvrement, au couvent, d'être reine, elle sera une simple reine verbale. Une simple princesse verbale. Parce qu'elle est sortie de la famille du roi. Du roi. Mais elle n'aura pas vraiment cette notabilité de reine. Elle sera là, bon, c'est les sujets qui vont gérer le royaume. C'est ça qui fait souvent problème. Parce que quand elle n'est pas formée pour être reine, les sujets qui gèrent le royaume ne peuvent jamais l'ouvrir le secret après la mort de son père. Mais si pendant que son père est vivant, en tant que roi, quand sa mère est vivante, en tant que reine, elle doit, parce que une princesse avec une reine, elles ont presque le même parcours d'éducation. Donc, si une reine, qui est la femme d'un roi, accouche sa fille et il ne l'intronise pas. Dès l'enfance, les sujets ne vont pas rester faire ça. Ils vont faire les choses à leur bénéfice. Voir même les bénédictions et tout ce qu'il y a comme, disons, tout ce qu'il y a comme fructification dans ce royaume, on va se les partager. Ça arrive, ils prennent même jusqu'au verre du roi, de la reine, ils prennent même jusqu'à ces choses. Mais la reine, comme elle ne connaît pas, quand elle ne connaît pas, elle ne peut pas savoir l'importance de ça. Parce que tout ce que la reine laisse, sa vie,
tout ce que, comme par exemple, un roi laisse sa canne. Est-ce que tu vas prendre la canne du roi, là, tu jettes? Non. Voilà. Mais il y a dans certaines familles, on te dit que le patriarche est mort, il faut jeter toutes ces choses dans l'eau. Parce que c'est les choses du péché. D'accord. Matriarche, ça veut donc dire que on peut également devenir reine par la force des choses. C'est-à-dire, tu es né comme une fille lambda. Oui. Mais maintenant, on te forme et on t'initie à devenir reine. C'est aussi possible, même si tu n'as pas de prédisposition. Dès la base. C'est aussi possible. Oui. Quand tu suis bien le cours, parce que tu vis avec la nature, tu respires le même air. La nature a horreur de l'injustice, des équilibres aussi. Donc, si dans un village, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine, donc ce village a des prédispositions à être à la perdition, quoi. Donc, s'il y a une reine, s'il y a un roi, on sait que ce village a une certaine éducation, un certain protocole. Quand il y a quelque chose, soit un étranger qui entre dans le village pour divertir les gens dans sa mauvaise culture de vagabondage qu'il a amené n'importe où. Par exemple, à transformer les jeunes à devenir les bangamans. S'il y a un roi dans le village, il peut censurer ça. Hein? Il peut censurer. Donc, ça veut dire que la reine, la nature fait en sorte que la reine arrive dans un environnement où il n'y a pas le désordre. Oui. Fait que elle arrive dans un environnement là où il y a le désordre et il faut qu'elle arrange. Ou alors qu'il y a le désordre, mais elle vient pour arranger. Arranger, oui. La reine ne part pas là où maintenant. Elle arrive là où il y a le désordre et mettre de l'ordre. Le roi, pareil. Puisque tu es digne fils de ce village. Régulièrement, les gens sont mauvais, ils s'insultent, ils tapent les vieux. Un jeune de 25 ans tape un vieillard, même de 70 ans. Et il trouve que c'est normal parce qu'il a bu le kior. Il a fumé le kior. Il a fumé le kior. Donc, comme on a des fléaux aujourd'hui, un enfant qui tue sa mère et découpe, appelle son ami à les jeter, par exemple. Un enfant qui tape sur sa mère, qui tape sur son père, qui tape sur toutes ses grandes sœurs. Parce qu'il a bu le kior. Ce sont les malédictions. Ce sont les malédictions. D'accord. Donc, si ce village qui a une population peut-être de 100 personnes est régulièrement éduqué par un roi, par une reine, puisqu'on les appelle en communauté, hein? C'est ce que les chefferies étaient chargées de faire. Avec ou sans plainte, tu appelles toute la communauté pour leur dire que aujourd'hui là, je ne veux pas que dans ce village, si vous vendez telle chose à tel prix, oui, le gouvernement a dit ceci, mais vendez comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de pauvreté. Oui, le chef du village aujourd'hui qui représente le roi et les reines qui étaient effacés par les colons doivent avoir les champs communautaires. Cela veut dire que s'il y a une famille qui a été en retard ou affaiblie par un certain événement, soit peut-être la maladie, et il revient, il n'a pas l'argent pour se nourrir, il passe se nourrir dans le champ du chef. Pendant qu'il cultive son champ. C'est comme ça que les chefferies, les rois et les reines vivaient à l'époque. Il y avait toujours tout dans une royauté. Donc, pour nourrir les populations, parce que tu ne vas pas gérer une population qui a faim. Tu ne vas pas gérer une population qui a un manque d'éducation. Tu ne vas pas gérer une société qui est en manque de santé. Et c'est le rôle de la reine donc d'apporter tous ces éléments-là. Oui, c'est le rôle de la reine. De sa communauté. Oui, c'est la reine qui faisait tout ça. C'est la reine qui faisait tout ça. Et quand elle grandit, donc, elle avait donc tous ces atouts-là. Que ce soit traditionnel, que bon, si la terre ne produit plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux mettre les engrais bio. Tu peux chercher les feuilles dans l'autre forêt.
pour remettre dans la terre et ça reforme les engrais. Vous pouvez réduire, faire tout. Vous pouvez vous asseoir pour comprendre comment on doit remédier ce problème qui vient déranger les hommes. Donc, c'est-à-dire, la reine utilise la sagesse que la nature lui a donnée. Oui. Pour essayer de mettre de l'ordre dans sa communauté. Oui. Ok. D'accord, matriarche. Bon, maintenant, pour celle qui est née avec des prédispositions d'être reine, est-ce qu'elle grandit naturellement comme toutes les filles de son âge, ou alors il y a des éléments spécifiques dans son éducation qui n'a rien à voir avec les filles de son âge, par exemple? Encore qu'il faut que les parents de cette dernière sachent effectivement qu'elle est prédisposée. Parce que plus tard, il va te poser la question de savoir, pour ceux des parents qui ne sont pas initiés et qu'une reine naisse dans leur foyer, comment sauront-ils qu'elle est reine? Mais ça, c'est pour plus tard. Bon, maintenant, pour ceux qui sont au courant, effectivement, qu'une reine leur est née dans leur foyer, comment est-ce qu'on l'éduque? Comment est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle grandit comme toutes les autres filles de son âge? Est-ce qu'il y a des choses précises qu'elle doit faire, que d'autres ne doivent pas faire? Ou alors, comment est-ce que ça se passe précisément? Voici comment ça se passe quand une fille naît dans une royauté où elle a toutes les prédispositions d'être reine. On lui met d'abord le bracelet. Un bracelet qui identifie de la royauté, là où elle sort. Mais à un certain âge, on lui jette aussi dans la société comme le reste des personnes. On se débarrasse d'elle. Il faut qu'elle affronte la vie. On la met quelque part là où elle va avoir à se confronter, à faire de l'agriculture, à souffrir un peu. Parce que si tu veux vraiment traiter, parce que traditionnellement, il y a les maladies pour que tu traites ça aux gens, quand tu pars chez un tradipraticien pour prendre ça, il va d'abord te lancer la maladie là, tu souffres dans ta peau. Avant de te traiter, parce que quand la personne va venir en souffrant, tu vas dire que oh, c'est rien. Il souffre pour rien, non. Oh, il faut que toi-même tu goûtes à cette douleur-là. À cette douleur-là. Là, tu vas te mettre dans la place du malade une fois quand il viendra te voir. Voilà. D'accord. C'est pour cela que dans certains livres, je pense que tu as lu en tant que journaliste qu'il y a des reines qui allaient en guerre. Elle allait en guerre parce qu'elle savait tenir le sable. Elle devait tenir le sable, ça n'a pas seulement commencé dans sa royauté, non. On l'a déjà mis dans les prémices des guerres. Il y a les Amazones, il y avait les Amazones au Bénin, il y avait les femmes de Nder au Sénégal, qui étaient des initiés, qui étaient des guerrières. Voilà. Ça veut dire que quand il y avait conflit, elles étaient devant. Hein? Elles étaient devant. Donc, en Afrique, c'était ça. La femme était devant tous les guerres. La femme avait tous les plans de guerre. Jusqu'aujourd'hui, les femmes ont tous les plans de guerre. D'accord. Donc, on injectait donc la jeune fille pour qu'elle se frotte aux réalités sociales. Ainsi donc, quand elle revient à l'âge de l'adolescence, non, ou alors adulte, à l'âge pas tellement adulte, intermédiaire, à l'âge intermédiaire, elle connaît déjà, elle est déjà formée. C'est-à-dire quel âge, par exemple? C'est-à-dire à l'âge de 18 ans, elle était déjà formée en tant que soldat. Pas qu'en tant que douce femme. En tant que soldat. Parce qu'à l'époque, il y avait les reines pour avoir un mari. Vous vous mettez d'abord en combat. Tu lui tapes, là tu l'épouses. Tu ne lui tapes pas, il se marie pas à toi. La reine? Oui, en Afrique. Mais la reine était une femme. Comment est-ce qu'une femme devait lutter avec un homme matriarche? Non, cela veut dire qu'il y avait un certain... On a arrangé les combats. Il y avait les combats qu'on arrangeait. Et on préparait également la reine à ça. On préparait également la reine à ça. Parce qu'elle ne pouvait pas quand même épouser aussi un faible. Un faible. Voilà. C'est comme ça que la reine était formée de bas âge. Parce que ça a commencé que quand elle a peut-être l'âge de 5 ans. On l'éduque, c'est ses parents, on éduque, on prend encore 5 ans, on la met dans une autre communauté qu'il n'y a pas de roi.
Il n'y a pas de reine. Elle vit comme tout le monde. Elle vit comme tout le monde. Si c'est la fin, elle va vivre ça, elle connaît. Oui. Si c'est la fin, elle va vivre ça, elle connaît. Et tu vas te surprendre que son père, qui est le roi, connaît telle chose qui se passe dans tel village. Tu vas te dire que, mais... Comment elle peut laisser sa fille? Tout le monde ne connaît même pas déjà que c'est sa fille. Parce qu'on sait que lui ne peut pas laisser. Il changeait souvent des enfants. Il prend par exemple l'enfant d'un employé. Celui qui est chouchouté là. La vraie reine est quelque part, mais sécurisée. Quand elle revient, elle est formée. C'est comme ça que les reines de Muvungu sont. Elles sont formées. Ça veut dire que la nature, quand elle veut déjà, elle t'a déjà intronisé mystiquement. Mais quand tu reviens matérialiser ça dans le monde virtuel, quelquefois, on peut dire que l'enfant là est possédé, comme on dit à l'église. On peut dire que l'enfant là est possédé, l'enfant là fait des choses sans pareil. Mais on ne regarde pas bien, c'est une reine parce que c'est déjà perdu même dans les têtes des gens actuellement. C'est perdu. Ça veut dire que quand on l'envoyait donc dans un autre village pour vivre comme tous les enfants, oui, c'était également, ça faisait partie également de sa formation. Oui. Pour qu'une fois quand elle sera donc sur le trône, oui, qu'elle connaisse à la fois les besoins, les difficultés des membres de sa communauté, oui, et avec sa sagesse, qu'elle puisse facilement donc gérer. Oui. Et par conséquent, il fallait qu'elle passe donc par toutes ces épreuves-là avant de s'asseoir sur le trône. Avant de s'asseoir sur le trône. Oh, c'est le contraire aujourd'hui. Hein. Nous avons des présidents de la République qui naissent avec les cuirs en or. Oui. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils ne connaissent pas la souffrance de leur peuple. Non. On peut pleurer, manque de lumière, manque d'eau, et que ça ne les gratte même pas tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas cette souffrance. Il faut apprendre à l'enfant à souffrir. Il ne faut pas avoir pitié de l'enfant parce que lui, il est plus sage que toi. Oui, un petit bébé, quand tu lui regardes comme ça, tu vois comment l'enfant, c'est-à-dire, au fond, tu entres au fond d'un petit bébé, tu vas trouver qu'il te méprise. Oui, tu le portes là chaque jour. Il marche déjà, tu le portes. Puisque à partir du moment où l'enfant marche déjà, commence à l'envoyer à chercher la cuillère. Oui, tu lui dis que va me prendre telle chose. Si c'est le bois, la femme le bois dehors ne porte rien. Il va tirer sa terre pour venir avec. Tu n'as pas besoin de préparer avec le bois. Tu as le gaz à la maison. Prenons le cas de nos frères et sœurs qui sont des riches milliardaires. Mais apprends à l'enfant à porter le bois. Fends ça toi-même. N'envoie pas le boy. N'envoie pas la bonne. Fends ça toi-même. Va t'asseoir que tu prépares au moins, tu fais n'importe quoi au feu. Dis-lui, pendant qu'il a 2 ans, hein, dis-lui d'aller porter le bois, là, venir te donner. Même si tu tires à terre, tu laisses. Même si tu ne vas pas préparer avec le bois. Même si tu ne vas pas préparer avec le bois, allume le feu. Tu lui laisses, il tire un bois, il vient te donner. Tu mets au feu, tu vas encore mettre l'autre. Et dans tout ça, tu lui as laissé à famille. Hein. Tu n'as pas donné son biberon ou la nourriture. Tu lui dis que c'est la nourriture que tu vas préparer là qu'il va manger. Oui. Quand il finit de transporter, donc tu allumes le feu. Tu mets la marmite au feu. Quand il crie qu'il a faim, et manger, tu dis que ça va cuire ici. Et jusqu'à ce que la nourriture va cuire. S'il veut même, il passe s'endormir. Et quand il se réveille, c'est la nourriture là que tu lui donnes. Pourtant, il y a une autre nourriture que tu ne lui donnes pas. Donc, ça lui met déjà quelque chose dans la tête. C'est-à-dire, tu inities l'enfant à l'apprentissage de la vie. Oui. Tu lui mets déjà quelque chose à la tête, d'avoir la patience quand il faut manger. Il faut travailler pour manger. Il faut contribuer pour manger. Donc, c'est un enfant, tu l'habitues comme ça. Même si vous êtes en France, cet enfant-là, tu peux toujours le pénaliser. Si ce n'est pas l'Afrique. Même si vous êtes en France, dans un immeuble, mais lui-même là, à éplucher les oignons, que ça part dans ses yeux. Parce que quand tu vas lui donner, il va se blesser un peu. Tu mets l'alcool. Prochainement, il va dire que non. Je ne dois pas me blesser. Il épluche les oignons. Tu écartes bien l'oignon. Tu lui donnes. Tu lui dis, épluche ça, je vais découper. Tu commences à découper l'autre. Tu dis que épluche ça. Dès qu'il enlève 2 pots, 3 pots, ça lui pique aux yeux, il pose d'abord. Tu dis, fini. S'il ne finit pas, tu ne prépares pas.
Oui. Donc, les rois, les reines n'étaient pas les choses des enfants chuchotés. D'accord. Ça, c'est très important de le dire, matriarche, parce que on a l'impression aujourd'hui que quand on est fille de reine ou quand on est princesse dans un royaume, c'est qu'on va faire tout pour toi. Tu ne vas absolument rien faire. Mais sauf que le moment venu, quand tu vas prendre le trône, ne sachant pas préparer, ne connaissant pas la douleur d'aller chercher du bois, n'ayant pas tenu là-haut, il sera difficile pour toi de vivre la souffrance de ton peuple. Et par conséquent, tu seras une reine contestée. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des ménages, c'est important de le dire parce que beaucoup de femmes suivent cette émission et qui ont des enfants et qui n'acceptent pas que leurs enfants travaillent, qui n'acceptent pas que leurs enfants aillent à l'eau, aillent faire l'agriculture. Mais c'est pour construire quelle Afrique demain. Je t'ai dit ici à l'occasion d'une émission que on a puni un enfant à l'école. On lui a demandé de laver le sol. Mais curieusement, quand elle est partie dire à sa mère est venue le lendemain demander que où est le seau et la serpillière pour que je lave le sol que vous avez demandé à ma fille de faire. Pour cette punition. C'est pour quelle Afrique? C'est pour quelle Afrique? Aujourd'hui, on a des enfants qui n'arrivent plus à supporter la famine. Voilà. Elle rentre, à peine on est en train de préparer, elle commence à bouder. Va manger le pain. Tu l'appelles, va me faire ceci, elle traîne, Nous sommes dans quelle Afrique? Si aujourd'hui nous sommes dans une situation de guerre, ça veut dire que ces enfants vont mourir comme des mouches. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la famine, matriarche. Ils ne peuvent pas supporter la famine. Ils ne peuvent pas. Nous, par exemple, quand tu avais déjà l'âge de 10 ans, mais la maman te jette le macabo. Tu fais le ragoût de macabo. Tu connais déjà piler le poème. Tu connais déjà préparer le zoom, le tegue. Et s'il te plaît, il n'y a pas les harengs dedans. Et pour les oignons, c'est les feuilles des oignons que tu voles au champ pour mettre dedans. Parce que si tu veux un bon goût, tu prends les condiments de la forêt qu'on t'a montré pour bien préparer. Et si tu veux quelque chose dedans, toi-même, tu as le devoir d'aller à la pêche. Quand bien même tu n'attrapes pas grand-chose. Même les petites crevettes, le bicina, tu vas attraper avec le panier comme ça, que tu mets comme ça dans l'eau, tout en faisant attention que tu ne te noies pas. Mais c'est aujourd'hui que je revois que ma mère ou mon père, quelqu'un était toujours là à côté pour t'appeler. Votre pêche là n'est pas encore finie. Il ne fait pas grand-chose là-bas. C'est pour savoir à quel niveau vous pouvez faire. Vous allez chercher les puces de palme. Vous n'avez pas la hache. Vous avez les machettes qui ne sont même pas gros, les petites machettes tordues. Vous êtes sans pareil. Vous cherchez les puces de palme pour venir préparer. Donc, votre faim n'émanez pas d'elle. Si vous voulez manger à contre-temps, vous avez un seul repas par jour qu'elle-même elle a préparé. Mais si tu veux manger autre chose, en dehors de ça, c'est toi-même. Qui passe chercher ou alors qui prépare. Voilà. Par exemple, comme le paquet, les mains de feuilles de manioc, là, les mains de feuilles de manioc, on t'apprenait déjà à faire ça quand tu es petite. Tu déjeuner avec ça le matin. Soit pour partir avec ça à l'école. Donc, une reine n'avait pas une enfance chouchoutée. Parce qu'on voit aujourd'hui, tu tapes même l'employé qui est à la maison de ton père. À 18 ans, oui. Une fille dans une maison ne sait pas faire frire des œufs. Matriarche, les œufs. La mère est obligée de se lever à 5 heures pour préparer ce que les enfants vont manger, les grands-enfants. C'est pour construire quelle Afrique? Les femmes qui nous suivent là, ne chouchoutez plus les enfants parce que vous ne connaissez pas le lendemain. Le lendemain. Moi, par exemple, matriarche, mon père a été officier supérieur de l'armée camerounaise dans ce pays. Il est encore vivant.
il avait de l'argent et beaucoup d'argent. J'ai eu à détester mon père. Que comment est-ce qu'un père avec autant d'argent peut faire en sorte que ses enfants souffrent? Ouais. C'est-à-dire, on nous laissait à l'école le lundi avec la voiture. Tout le reste des jours, on marchait à pied. Voilà. Tout le reste des jours. Et quand on nous donnait même l'argent, on nous donnait l'argent qui va suffire exactement, parfois moins, pour que vous ayez faim. Or, c'était une formation. Nous ne savions pas. Voilà. Il nous faisait savoir que mon argent, c'est mon argent. Grandissez, travaillez, cherchez le vôtre. Et vous allez transmettre à vos enfants et ainsi de suite. Moi, je disais à mes amis que mon père est méchant. Je ne suis pas sûr que je suis son enfant. Mais plus tard, quand j'entre dans le combat, quand je réussis mon bac, il fallait donc que je parte de Bertois. Bertois, c'est une zone où il n'y avait pas l'université. Oui. Et je me retrouve donc à Yaoundé chez ma tante, où la vie était davantage plus dure que ce que nous vivions à Bertois. On préparait une fois par jour. Voilà. Et si tu arrivais en retard à la maison, on te dit que la nourriture suffit seulement pour les enfants. Tu es obligé de supporter. Imagine-toi dans ma triage que si je n'avais pas subi donc cette formation, est-ce que je devais mourir pour autant? Donc tu devais seulement prendre le premier cas pour rentrer avec toi. Ça m'a donné des leçons. Et plus je grandissais, plus j'appelais ce père-là pour lui dire que merci papa pour la formation. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de faire tout. Parfois, quand il faut faire les petits travaux à la maison, moi-même, je prends le ciment, je prends le sable, je tourne, je le fais. À un certain moment donné, quand je construisais ma maison, celui qui devait faire la tôle, il avait le matériel, il avait commencé, mais il a fait 2 jours sans venir. J'ai mis l'échelle, je suis monté. J'ai mis 2 tôles avant que les vertiges me prennent et que je descende. Mais au moins, j'avais mis 2 tôles. Et ça, c'est la formation que mon père m'avait apprise. Mais quand je vois aujourd'hui des filles, puisqu'on parle des femmes, à 18 ans, ne pas connaître se préparer. Alors qu'à votre époque, les femmes partaient en mariage à 15 ans, à 16 ans. Maintenant, si tu partais et que tu ne connaissais pas préparer, comment est-ce que ton mari allait manger? Je ne comprends pas ce que l'Afrique est devenue un matriarche. On dit que l'Afrique moderne, avec ce qu'on appelle les droits de l'enfant, ça gâte tout. Comment un enfant peut porter plainte à son parent parce que son parent l'a envoyé faire un travail, aller vendre, aller faire ceci. Toi, tu es un enfant africain. Ta fontanelle est dure. Oui, tu peux porter les bagages 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Hein? C'est dur. Et marcher à pied sur plusieurs kilomètres. Marcher à pied pour même 50 kilomètres. Comme ça se faisait avant. En Afrique, oui. Tu montes les collines, tu descends. Là où la colline te fait le ski, ça te fait le ski. Le bagage se retrouve dans le ravin que il y a les épines là-bas que pour sortir ça. C'est un problème. Et personne ne t'aide. Toi-même, tu pars chercher ton bagage. Toi-même, tu pars chercher ton bagage. Et tu continues. Et tu continues. Donc, l'enfant africain est devenu... Donc, l'avenir avec l'enfant africain est très, très, très grave. Et incertain. Incertain. L'Afrique de demain, là, je te dis, dans 20 ans, on va se retrouver avec les gens sans pareil. Heureusement qu'il y a des matriarches comme toi et avec la spiritualité Movungu justement qui va contribuer à sensibiliser les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent et beaucoup de femmes justement en Europe également qui ont des enfants. Je vais vous raconter une histoire, petite histoire. Un diplomate dont je peux faire taire le nom, il est ambassadeur. Il me donne ses enfants et me dit que matriarche, amène-les dans un village où ils ne voient pas le pain. Parce que la façon que moi-même j'ai grandi chez moi. Un ambassadeur. Un ambassadeur au Cameroun. Mais ça c'est bien. La façon que j'ai grandi chez moi, j'ai peur pour ma progéniture. J'ai fait une certaine erreur que je n'ose pas vraiment dire. Mais ce que je peux te dire, matriarche, part avec les enfants. Il dit que 3 enfants, je dis, pars avec la dernière, pars. Je veux les voir
rentrer avec les piqûres de moustiques, des mouches et tout, avec les plaies, qu'on les mette un peu l'alcool. Les plaies, qu'on les soigne les plaies. Regardez mes pieds, j'ai les plaies. Donc, je ne suis pas fatiguée, mais il y a quelque chose qui me fraye. J'ai peur de vieillir avec ça. Il a fait ça. J'ai peur de vieillir avec ça. Je lui ai dit que, ok. Il dit, tu vas me donner la voiture? Il me dit, non, je ne donne même pas de voiture. Tu prends le transport. On est parti avec les enfants. Je suis partie avec les enfants là. J'ai pris 3 filles pour les encadrer. Ah, les filles de Muvungu qui sont déjà initiées? Oui, les filles de Muvungu qui sont déjà initiées. On est parti au village. On est parti au village. On a passé la nuit, la première nuit. L'autre dit que, oh, moi, je n'ai jamais vu la forêt. Je n'ai jamais vu la forêt. J'ai dit, ok. On est parti en brousse le lendemain. Le lendemain, c'est la sauce d'arachide qu'on avait préparée et qu'on a mangée. Il n'y avait pas le pain. Mais on n'est pas venu avec le pain. Il faut qu'on appelle papa. J'ai dit, il n'y a pas le réseau. Je leur donne le téléphone. Et partout, il n'y a pas le réseau. Après, ils se sont tenus comme ça, ils ont regardé. Ils ont compris que ils sont dans un autre pétrin. Ils ont mangé. C'est passé. Et il n'y a pas de voiture ici? Non, il n'y a pas de voiture. La voiture vient une fois par semaine. Porter les choses à long manche. Non. Porter les chaussettes. Non. Les moumoutes l'ont piqué. Les trucs, les moumoutes là. Ça avait piqué, ça crie. Oh, ça gratte. Je prends le menthol, je mets. Ça baisse un peu. Après, maintenant, on part en forêt. Il y a les cannes à sucre là-bas. Et tout. Il voit l'eau, la rivière et tout. Il voit les autres enfants qui viennent puiser l'eau. Et eux aussi, je suis partie avec les récipients. Ils veulent aussi porter. Quand l'autre met la tête tombe comme ça. On a fait 2 mois. Les enfants là sont rentrés. Elles étaient d'autres personnes. Oui, eux seuls, ils ont découvert là où il y a le réseau. Ils ont pris le téléphone. Ils ont commencé à réfléchir déjà par eux-mêmes. À cause de la petite difficulté qu'ils affrontaient. Oui. Voilà. Ils ont appelé leur père. Leur père était content. Oh papa, c'est bien, mais on souffre un peu. Il n'y a pas le pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de caviar, il n'y a pas de mayonnaise. Donc, il faut envoyer le chauffeur, vient nous donner. Mais la route est mauvaise, la voiture a calé, on a poussé la voiture et tout. Dit, c'est là où il était content. Il dit que, des fois, il arrête un peu le téléphone, il dit que il allume encore, il dit que le réseau dérange. Donc, quand ils sont venus, on a eu papa. Donc, on a fait 2 mois. Le père n'est pas venu. On mangeait comme ça, on disait que oh, le chauffeur est machin, ceci, on les a raconté toutes les difficultés du monde. Et ils ont vu comment maintenant les bikomba que je faisais le matin avec la sauce, c'est ça, ils mangeaient. Le bikomba, c'est-à-dire cette sorte de maïs écrasé. Écrasé comme le gâteau. Avec l'eau qu'on met dans des feuilles, on attache. Oui. Ils mangeaient tout ce que les mets traditionnels, le pomme. Ils savaient déjà réchauffer le pomme sans sel. Eux-mêmes. La fille, l'aînée là, elle réchauffe le pomme sans sel. Elle mange, elle dit c'est bon quand c'est encore chaud. Quand ils sont rentrés, parce que... Et eux-mêmes, en autre jour, auront envie d'y aller. Oui, d'autres appellent déjà, on veut retourner. Maintenant, j'ai acheté les collants, tout. Prochainement, je vais partir parce que on ne reste pas, on n'ira pas les vacances, patati patata. Voilà. Exactement, matriarche. Voilà ce qu'il faut faire justement pour former ces Africains dont on souhaite qu'ils prennent la relève. La relève. La relève demain. Sinon, tout ce que vous avez, si vous partez avec,
Que deviendra l'Afrique? Que deviendra l'Afrique? L'enfant n'avait jamais contemplé la tige de manioc, déraciner le manioc. Tu leur dis que déraciner le manioc, là, c'est ça qu'on va préparer. Ils sont là, l'autre tire de l'autre côté, ça se casse, il va tomber là-bas, les autres rient. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. Cherchez le zoom. L'autre coupe les feuilles là-bas, clopin, oui. Couper, oui. Arranger comme ça, arranger. Casser le maïs, c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est comme ça. Donc, il faut former les enfants. Exactement. Il faut former les enfants. Voilà, Matriarche, nous allons poursuivre l'émission. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de femmes qui t'écoutent, que ce soit en Afrique et même à l'étranger. Pour ceux des couples dont une reine arrive et dont ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas des éléments pour savoir effectivement que c'est une reine qui nous est arrivée. Comment est-ce que ce couple-là doit se comporter? Parce qu'il y a également les hommes qui nous écoutent. Oui. Et à travers ce que tu vas dire, ils peuvent, n'est-ce pas, une fois qu'ils vont faire des enfants, essayer d'observer les enfants, amener justement leur fille vers la lune pour voir comment est-ce que cette dernière se comporte et pour se rendre compte effectivement que non, attention, une reine nous est née. Voilà, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge, quand tu montres déjà la lune à l'enfant dès la première semaine de la naissance, ou que ça sort, la pleine lune sort peut-être 15 jours, un mois, je ne sais pas quand tu peux lui montrer. Mais pourvu que l'enfant ait encore le cordon ombilical qui n'est pas encore tombé, comme on dit dans notre langage. Oui. Donc, même si c'est tombé, que ce n'est pas encore cicatrisé, si tu montres la lune à l'enfant, il retient. Et quand tu ressors avec l'enfant qui regarde la lune, il regarde le ciel. Donc, quand il regarde comme ça le soir, il regarde comme ça, tu joues avec lui. Lui-même, il prend le temps de regarder la lune. C'est que tu as déjà une reine. C'est que tu as déjà un roi. Commence déjà à mettre les prédispositions pour, dans sa vie. Pour ne dire pas aux gens, tu n'es pas obligé de dire ça aux gens, mais tu lui conduis de façon à que il soit ce qu'il a déjà adopté, parce que la nature l'a déjà adopté. D'accord, Matriarche. Il faut dire que la plupart des Africains sont abrutis. Déjà, oui. Ça, il faut le dire. Et ce n'est pas de leur faute parce que l'esclavage, la colonisation et autres sont passés par là. Oui. Comment est-ce qu'un couple qui ne connaît pas ces dispositions et qu'une reine leur arrive justement dans leur mariage, s'ils n'ont donc pas de dispositions, c'est-à-dire ils ne savent pas qu'il faut amener justement cette fille regarder la lune. Ce qui est certain quand même, c'est que ça ne va pas empêcher que l'enfant en grandissant commence par elle-même à observer la lune. Maintenant, comment est-ce que ces parents-là doivent se comporter? Parce que le but également de cette émission, c'est d'informer et d'éduquer. Les enfants. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, que ceux qui vont faire des enfants commencent à observer, c'est-à-dire amènent l'enfant vers la lune et regardent comment l'enfant se comporte pour savoir effectivement si c'est une reine qui est née et comment donc apporter une éducation à cet enfant. Surtout ce qui concerne l'éducation de cet enfant. Puisque ces enfants qui sont des rois, des reines, ont un autre comportement où certains parents finissent par dire que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie parce que quand l'enfant commence à parler, par exemple, les mots durs, pas les mots de querelle, hein, mais une réflexion vraiment très approfondie. Très poussée. Très poussée. Compte tenu de son âge. Compte tenu de son âge, on va dire que c'est un petit sorcier. Quand un enfant parle comme ça, c'est un petit sorcier, alors que c'est un roi, il parlemente la royauté. Quand c'est une reine, c'est pareil. Sa façon de faire les choses est différente des autres enfants. Ces enfants, régulièrement, sont abrutis par leur propre famille. Leur propre famille, comment leurs parents, leur famille en général, on les amène chez le prêtre
l'enfant est possédé. Parce qu'il n'y a pas un discernement entre une reine qui grandit avec un enfant possédé dans le mal. Un enfant possédant dans le mal prend le couteau, par exemple, la nuit, il veut poignarder les autres. Il prend la lame, il cache avec lui. Il a l'ambition de blesser quelqu'un. Il a l'aiguille, il cache avec lui. Il a l'ambition de faire du mal. L'enfant qui prend les trucs tranchants pour garder en lui. Ce n'est même pas un soldat que militaire, quoi. C'est un méchant, un assassin. Un enfant qui commence déjà la nourriture de quelqu'un là, il verse l'eau dedans. C'est un méchant. Si tu as la qualité là à la maison, vraiment, commence à lui priver de ça. Et aussi, il faut beaucoup causer. Quand tu as déjà un enfant comme ça, mets-toi, cause avec lui. Aie des moments de causerie avec lui. Vous deux, hein, où vous êtes entre les parents. C'est-à-dire, lorsque tu observes des choses étranges, oui. Maintenant tu ne brusques pas l'enfant. Non, mais tu causes avec l'enfant. À partir de ce que l'enfant va te dire, ça va donc te permettre de savoir comment canaliser son éducation. En question, effectivement. Donc tu causes avec cet enfant-là en profondeur. Et ne lui demande pas vite que tu vas devenir quoi, tu vas faire quoi et tout. Donc, pour une fille, tu peux lui dire que ma reine, tu commences à parler doucement comme ça. Ma reine, est-ce que tu as fait comme ça? Tu vas voir comment elle va se comporter, comme une reine. Quand est mon roi, est-ce que tu veux... Il va se comporter. Comme un roi. Comme un roi. Tu restes là, comme ça, tu lui dis, non, le roi ne fait pas comme ça, le roi ne fait pas comme ça, doucement. Donc, même et déjà, dans la nature, on va l'infliger ça. Les gens vont commencer à l'appeler comme ça. Pour rien. Hein. Et un jour, il devient roi. Il va s'arranger, il devient roi. Que tu sois vivant ou pas, il sait qu'il doit devenir roi. D'accord. Bon, matriarche, tu as dit tout à l'heure que si une fille naît dans une famille lambda et a les prédispositions d'être reine, et comme on ne peut pas avoir deux reines dans une même communauté, elle va aller forcément être reine dans une autre communauté. On va l'introniser là-bas. Bon, maintenant, après elle, qui va la succéder à la royauté, est-ce les enfants qu'elle va faire dans cette communauté-là, ou alors les enfants de la communauté qu'elle a trouvée? La nature, c'est la nature qui juge selon, comme on a dit, regarder la lune. Habiller l'enfant, quand tu amènes l'enfant à regarder la lune, c'est que tu l'habilles de son étoile. Tu entends souvent les gens disent dans un langage vulgaire, on a volé son étoile. On a volé son étoile. Donc, quand tu amènes l'enfant à regarder la lune, c'est que tu l'habilles de son étoile. Donc, dans cette communauté, il peut aussi naître une autre reine. Puisque toi, tu ne peux pas venir dans cette royauté parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui là, on ne peut pas avoir les royautés qui se succèdent avec d'autres familles. Parce que on a des disputes de terrain, les disputes d'emplacement. Donc, tu vas entendre que le royaume de tel village a été banni. Et une autre personne a pris la royauté. Donc l'esprit de royauté est parti dans un autre village. Les bâtiments sont restés là parce qu'ils ne pouvaient pas venir s'installer dans le patrimoine familial des autres. Donc aujourd'hui, les choses ont grandi, la société a grandi telle que les royautés peuvent être partout dans un village. Donc prenons 10 km² pour avoir 2 reines. 10 km² peuvent avoir 2 reines. Ok. D'accord. Bon, matriarche, maintenant, est-ce que une fille qui est née dans la famille du roi et qui forcément n'a pas de prédisposition pour être reine, est-ce qu'elle peut succéder à son père roi?
Non. Elle ne peut pas Il y a succéder. les rois qui font tous les enfants et que personne ne peut lui succéder. On lui met là par image de succession. Par image. Mais pourquoi elle ne peut pas succéder à son père puisque son père était roi? Elle ne peut pas succéder parce que le matériel que son père utilisait est magnétisé masculin. D'accord. Il faut donc que si le roi n'a pas fait d'autres enfants que le Garçon, par exemple. garçon, qui n'a pas fait les enfants garçons, qui mette sa seule et unique fille dans une confrérie de femmes où elle devient reine, qu'elle va succéder étant reine, avec son matériel que il aura peut-être à prêter pour elle dans le royaume. Je le dis parce que au sud du Cameroun, justement, j'ai fait un reportage là-bas dans 10 villages. Et les 10 villages étaient tenus justement par des femmes. Et beaucoup de ces femmes m'ont fait savoir qu'elles ont hérité De leur père. de leur père. C'est vrai que beaucoup contestaient, mais elles ont tenu quand même la dragée haute. Et jusqu'à aujourd'hui, elles restent justement des reines dans ces royaumes-là, dans ces villages-là. Oui, elle reste des reines dans ce village-là. Donc, il faut donc qu'elle s'initie en tant que reine féminine. Parce que si elle reste dans la royauté, parce qu'elle n'utilise même pas déjà tout ce que leur père, roi, ont laissé. Parce que dans la royauté, il y a un matériel que les femmes ne touchent pas. Nous, par exemple, dans le Muvumbu, il y a le matériel que les hommes ne touchent pas. C'est comme ça aussi chez les rois. Il y a un matériel que le roi a souvent sa chambre à côté. Il est là-bas, il a son matériel là et tout. La reine aussi a son logement. Là où il y a tout son matériel et elle-même. Ils ont un ensemble d'ensemble. Ils se retrouvent dans une pièce qui est conjugale, par exemple. Mais tout le monde a ses appartements privés. D'accord. Maintenant, matriarche, si une reine a des enfants, à la fois garçons et filles, qui doit succéder à la reine? Est-ce le garçon ou alors la fille? Compte tenu que la reine n'a que des artefacts, elle n'a que du matériel féminin pour la royauté féminine. S'il faille donc que son fils garçon la succède, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'elle est obligée de donner toujours à la fille ou alors elle peut donner au garçon également? Non, elle ne peut pas donner au garçon. Elle ne peut jamais donner au garçon quand il y a les filles. Et si la fille n'est pas disposée et qu'elle ne veut pas, par exemple, est-ce qu'on va lui forcer la main? Si ou la alors... fille n'est pas disposée et qu'elle ne veut pas, par exemple, elle n'est pas disposée, qu'elle est en mariage quelque part, Par exemple, et que sa maman, étant reine, est vieille, elle peut donner, par exemple, sa fille qu'elle a couchée là-bas pour devenir reine. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire la petite fille de la reine, Oui. dans le foyer de sa fille, Oui. peut venir être reine. Reine, oui. Et tout le village va adopter parce que c'est le sang. Et on sait qu'elle est déjà initiée pour ça. Maintenant, dans le cas où elle est mariée et qu'elle accepte quand même succéder à sa mère, ça veut dire quoi? Son mari, lui aussi, va devenir prince. Oui. Et il va quitter leur foyer pour venir vivre à la royauté, Non, là, à la chefferie. Jamais. Là, ça se multiplie. C'est son mari qui a la charge maintenant. Donc, la communauté de son mari a la charge maintenant. Et la communauté de la reine, ils ont la charge maintenant d'introniser la reine là où elle est partie se marier.
Parce qu'elle ne peut pas quitter, ça ne fait, la royauté ne donne pas, la reine ne donne pas droit au divorce. Ça veut dire qu'on va porter les attributs Oui. de la grande reine pour venir introniser C'est sa fille où elle est en mariage. où elle est en mariage. Et il va naître une autre reine dans ce village-là qui ne sera pas dans la même famille de la défunte royale. D'accord. Bon, maintenant, si c'est le contraire et que le fils de la reine est déjà marié quelque part, on suppose que la reine n'a pas de filles. Elle n'a que des garçons. Elle décide donc que c'est un de ses fils qui doit la succéder et que ce fils-là est déjà marié quelque part. Est-ce qu'on va aussi transporter la chefferie là-bas ou alors il va venir là où sa mère a régné avec son épouse? Il va venir là où sa mère a régné avec son épouse qu'on va introniser. Tu vois, si la reine n'a qu'un seul fils et elle n'a pas de fille, automatiquement sa belle-fille, quand elle vient, elle l'initie. D'accord. Elle l'initie. Et avec tous ses attributs, elle apprête tout. C'est le trousseau que sa belle-mère reine doit faire pour sa belle-fille. D'accord. Elle reste donc reine. D'accord. Nous allons souffler, question de prendre un verre d'eau, et après nous allons donc revenir et parler de la reine adulte, c'est-à-dire sa vie au quotidien. Oui. Est-ce qu'elle va au champ? Est-ce qu'elle va au marché? Quel est le rapport véritable qu'elle entretient avec son mari? Est-ce qu'un couple lambda ou alors il y a des spécificités? On va voir ça juste après la transition matriarche. D'accord, on prend une transition, on se retrouve tout juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau de Kemer Télévision. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, c'est la princesse du Muvungu qui prend le pouvoir sur les antennes de Kemer Télévision et avec elle, toujours dans la continuité de la thématique sur l'éducation de la femme, nous parlons aujourd'hui de la royauté. Alors, matriarche, nous en venons donc à la vie au quotidien de la reine. Peut-être même avant. Est-ce que le mariage de la reine, une fois qu'elle est prédestinée à être reine et que tout le village, la chefferie, connaît qu'elle est reine, est-ce que son mariage est identique au mariage de toute fille lambda dans le village, puisqu'elle a déjà un bracelet qui montre effectivement qu'elle est reine et qu'elle va succéder? Est-ce que c'est n'importe quel homme qui l'approche? Est-ce que c'est n'importe quelle famille qui l'approche pour le mariage? Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que ses parents gèrent ça? La reine qui doit être une fille qui doit être reine, qui est reine dans une famille royale, peut se marier avec un homme qui est bien éduqué. Cela veut dire qu'on regarde bien la famille, là où la reine peut aller en mariage. Voire même, on propose aux gars. C'est pour cela que beaucoup de reines se marient toujours avec les fils des rois. Parce qu'on te dit que... On suppose qu'ils ont eu la même éducation. Oui. Comme on dit souvent que les arbres qui ont la même taille, c'est ces arbres qui se transmettent les vols de singes. Donc, c'est comme ça.
Mais toi, un homme qui est bien éduqué, tu peux aussi bien épouser une reine. Tu l'amènes chez toi, tu crées une royauté, tu deviens un prince. Mais à ce moment-là, ce n'est pas l'homme qui amène la reine vivre ailleurs, mais c'est la reine qui amène l'homme vivre justement dans son royaume. C'est ça? C'est la reine qui amène l'homme vivre dans son royaume, dans le cas où elle a succédé sa mère. Oui, justement, nous parlons dans le cas où elle va succéder justement voilà. à sa mère. C'est elle qui amène l'homme à vivre dans son royaume. Et sans oublier là où l'homme sort. Parce que là, elle a un double travail. L'homme ne peut pas quitter son village, venir vivre avec toi dans ton village et abandonner sa famille. Non. Soit tu transportes toute la famille, soit la famille reste là où elle est. Mais tu as la charge. Tu prends soin. Tu prends soin. Tu prends soin et respectueusement. Ok, d'accord. Bon, maintenant, une fois la reine installée avec son mari, oui. Quelle est sa vie au quotidien? Est-ce que la reine elle-même va mettre la marmite au feu pour cuisiner pour elle et son mari? Est-ce que la reine a des gens qui le font pour elle et son mari? Est-ce que la reine peut aller au champ? Est-ce que la reine peut aller au marché? Comment est-ce que la reine entretient les rapports sexuels, par exemple, avec le roi? Je pose des questions comme ça que tout le monde peut se poser. Est-ce que c'est comme la vie sexuelle de monsieur tout le monde? Ou alors il y a une particularité dans la pratique sexuelle du couple de la royauté? Puisqu'on parle de l'éducation, déjà commençons par le service de la maison, tel que la femme ménagère. C'est-à-dire que la reine connaît déjà que dans tous ces pavillons du palais, elle-même, elle connaît comment elle doit organiser, à faire le ménage, à faire les placements des choses. Deuxièmement, pour la nourriture, elle doit faire concevoir un business plan pour nourrir et son mari et les employés. Et même la famille de son mari. Et même la famille de son mari. Pour entre elle et son mari, elle doit s'assurer si son mari est bien habillé, si son mari mange bien, si son mari est en santé, si son mari a les besoins plus sexuels ou moins. Elle doit s'assurer à assumer certains services. De ce fait, la reine ne doit pas être la gardienne de son mari. Ça veut dire que s'il monte, tu es là-bas. S'il descend, tu es là-bas, non. Donc l'homme doit jouer son rôle d'homme. Il doit jouer son rôle d'homme. Dans le royaume. Dans le royaume. Bon, elle peut le gronder. Elle peut lui donner des ordres. Jamais. Elle ne peut pas donner les ordres. Mais l'homme ne donne pas aussi les ordres. Tous ont un règlement à suivre. Donc, pas que il vient là, oh, pendant que tu es assise là, tu es en train de, dans un contentieux, par exemple.
retour sur le plateau après cette brève interruption, indépendant de notre volonté, mais nous allons quand même poursuivre l'émission Maquillage. Tu étais justement en train de dire que dans le royaume, chacun a son rôle. L'homme ne peut pas donner des ordres à la reine non plus ne peut donner des ordres à son mari. Comment est-ce que c'est organisé? C'est organisé dans une entente déjà de par tous les deux qui sont bien éduqués. Donc, il y a un organigramme qu'ils se donnent tous les deux. Donc, le mari sait que désormais, c'est ce que je dois faire. Je ne dois pas mépriser ma femme devant les employés, devant les servantes. Elle aussi, elle sait qu'elle ne doit pas parler à son mari n'importe comment devant les servantes. Ce n'est pas comme dans certaines maisons où quelqu'un, devant la bonne, insulte sa femme. Devant la bonne, insulte son mari, non. Mais maintenant, est-ce que la reine peut aller au marché? Est-ce que la reine peut aller au champ? Parce que précisément au Cameroun, dans la quasi-totalité des chefferies, oui, le chef ne va jamais au marché. Le chef ne va non plus au champ. Est-ce que dans le Movungu, par exemple, la reine peut aller au marché, elle peut décider d'aller faire le marché pour son mari? Voilà, très bonne question. À l'époque ancienne, les reines ou les rois, même dans l'époque récente là, connaissent déjà le marché. Donc, il a vécu cette vie pendant sa formation, son initiation. Aller au marché, qu'on ne le connaissait pas. Faire le marché, on ne le connaît pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a certains rois. Moi, j'ai croisé un de ces rois un jour dans un supermarché, mais il était masqué. Donc, la reine peut aller au marché étant masquée. Le roi peut aussi aller au marché étant masqué. Parce que tu ne peux pas vivre dans une société, tu ne connais pas les réalités de cette société du doigt. Les reines font l'agriculture. Quand tu viens, tu dis que les semences ont fait ceci, elle connaît. Elle connaît. Donc, il est permis qu'elles aillent au champ. Oui. Mais sauf que la communauté ne doit pas savoir qu'elle fait certaines choses. Elle fait certaines choses en espion. Tu peux être reine, tu peux avoir même le doctorat. On ne doit jamais connaître que tu as le doctorat. Mais c'est ça. C'est-à-dire, elle infiltre sa propre communauté pour voir comment est-ce que les membres de cette communauté-là vivent. Ça veut dire que s'il y a un problème qui est emmené, par exemple, au royaume, oui, elle connaît déjà en avance ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et ça lui permet donc d'avoir des outils pour résoudre ça pacifiquement. Pacifiquement, c'est comme ça. Prenons par exemple ici au Cameroun, chez nos frères les Bamoun. Quand celui-là est par exemple fonctionnaire, soit même ministre, quand on est l'homme roi, il part chez lui, non? Mais quand il part chez lui, il travaille toujours. Comme tu peux faire le travail en ordinateur qu'en informatique, quelqu'un est aux États-Unis. Il travaille aux États-Unis dans un service, mais il est au Cameroun sur place, il travaille en informatique, il envoie le travail. L'exemple simple est même pris avec le roi des Bamoun, le feu Bombo Njoya, qui était à une époque ministre des Sports dans ce pays. Oui. Maintenant, une fois que son père est décédé, il a succédé, on l'a mené pour aller l'introniser. Mais sauf qu'après ça, il est devenu sénateur. Ça veut dire que quand les sénateurs se réunissaient, il était parmi, il était le roi, n'est-ce pas, des Bamoun. Des Bamoun. Il travaille, ça ne veut pas dire que il a abandonné, mais il travaille, mais en espion. Tu vois, non? En espion, il a un rendement à donner. C'est son pays. Il rend service à son pays. Il rend service à son royauté. Donc, être reine ou même roi ne t'empêche pas de faire des activités
qui aident justement ta communauté ou alors ton pays. Ton pays, oui. Tu peux travailler. Tu peux travailler. Mais est-ce que la reine peut aussi décider que, ok, comme j'ai été intronisée reine, bon, je reste uniquement dans mon royaume, je ne peux plus être au service de mon pays, par exemple, mais plutôt de ma communauté restreinte. Est-ce que si la reine décide de le faire, ça va forcément être un problème? Ça ne va pas être un problème, mais seulement quand la nature a déjà décidé, tu vas rendre... Quand tu rends service à une communauté, cette communauté, tu joins à la communauté centrale qui est ton pays. D'accord. Donc, tu rends toujours service à ton pays. Oui, puisque tu as une expertise, comme tu as parlé de doctorat tout à l'heure, tu peux avoir une expertise dont ton pays a besoin. Oui. Tu ne vas pas te cantonner dans ton royaume et dire que non, comme je suis déjà reine, je ne peux plus être au service de mon pays. Voilà. Bon, par exemple, une reine peut être une juge. Elle est juge, mais on l'a intronisée reine chez elle. Quand elle est reine, elle peut transporter le tribunal facilement chez elle. Par exemple, les procès de divorce sans pareil. Hein? Elle juge ça Elle au juge royaume. Au royaume. Oui. Si au Cameroun, on commence à juger aussi les choses dans les royaumes, ça allait décanter un peu les couloirs de la justice qui sont toujours pleins. Mais c'est justement comme ça que ça se passait dans l'Afrique Oui. traditionnelle. C'est-à-dire la justice même était au sein des royaumes. Des royaumes. La justice regroupée aujourd'hui, c'est l'embouteillage. C'est le surménage même à la fin. Beaucoup de corruption, Beaucoup de corruption aussi. C'est le surménage. Hein? Les gars travaillent sans repos, ils ne comprennent même pas pourquoi ils n'ont pas de repos. Justement parce que ce n'est pas centralisé. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de procès mettent du temps. Ça met du temps. Et pourtant, ils sont tout le jour au travail. Ils en meurent même à cause du surménage. De toutes les façons, c'est le travail qu'ils ont choisi. Ils sont très courageux. Ils sont courageux. Alors, matriarche, maintenant, pour faire un enfant dans le couple royal, est-ce qu'il y a un temps précis? Ça veut dire qu'en tant que reine, elle a son roi à côté. Est-ce qu'il est dit dans la communauté que après tel nombre de temps, il est impératif qu'on ait déjà un enfant dans le royaume? Oui. Après un certain nombre de temps, il faut qu'il y ait un enfant impérativement. Mais le rythme à laquelle la reine doit accoucher est que dès qu'elle commence à accoucher, qu'elle fasse vite ses enfants. Si elle fait 5, si elle fait 10, si elle fait 3 ou combien, elle les fait rapidement. Il n'y a pas de nombre limité. Il n'y a pas de nombre limité. Elle les fait rapidement parce qu'après ça, elle aura un grand travail. Très grand travail. Elle ne peut pas que, quand elle est en contraction, c'est là où les problèmes s'amènent là-bas, elle doit aller faire... Non. Il faut qu'elle accouche rapidement. Parce que la communauté va aussi savoir que la reine maintenant est en train de... Au nid. Au nid. Voilà. On disait que la reine est au nid. Donc ça veut dire que si à ce moment-là précis, il y a des problèmes, ces problèmes-là vont justement attendre. Ça n'attend pas. Il y a les auxiliaires de la royauté, non? Ah oui, les régents de la reine. De la reine, qui vont résoudre ce problème-là. Considérés comme les notables. Considérés comme les notables, voilà. Et par la suite, donc, on va rendre compte justement à la reine. À la reine qui prend les décisions. Des décisions. Donc, c'est ça. Je souhaite vivement que une reine du Movungu aspire aux destinées de ce pays, par exemple. Oui. Matriarche. Oui, par exemple, une reine de Movungu peut aussi aspirer aux destinées de ce pays. Hein? Elles peuvent faire ça. Elles peuvent faire ça. Moi, par exemple, j'ai tenté d'être députée. Ah bon? En 2007. D'accord. Et peut-être en étant là-bas, ça allait aller très vite parce que ayant déjà une initiation,
et Voilà. connaissant un certain nombre de choses, Voilà. ce qui manque justement à beaucoup de nos politiciens, c'est-à-dire quelqu'un décide du jour au lendemain d'entrer dans la politique, et puis il a beaucoup de supporters, et puis ça devient délicat parce qu'il n'a pas tous les outils nécessaires, susceptibles, n'est-ce pas, de mener à bien un peuple. Un peuple. Et du coup, on a parfois des chefs d'État qui se surprennent être président de la République Oui. et n'ont pas les outils, n'est-ce pas, pour conduire Voilà. le peuple. Oui. Conséquence, on n'a pas de lumière, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau à boire, mais ils ne mesurent pas la souffrance de ce peuple-là. Or, une femme du Movungu qui a vécu toutes ces étapes, une fois qu'elle va s'installer là-bas, elle est bien placée pour connaître les besoins du peuple. Et que quand le peuple crie qu'on n'a pas d'eau, elle fait tout et tout pour que ce peuple ait l'eau. Tout simplement parce qu'elle sait la nécessité et l'importance de l'eau, justement, au sein du peuple, Mathias. Franchement, au Cameroun, par exemple, si on avait des reines, prenons le cas, est-ce que tu sais qu'il y a des reines au nord? Et que les nordistes n'ont jamais sorti ça. Au pays Bamileke, nos frères de l'Ouest là, il y a des reines. Beaucoup. Mais le chef, c'est lui qu'on appelle le chef, le roi au pays Bamileke. C'est quand les femmes sortent dans le conclave de l'Akam qu'ils sortent pour parler. Tant que les femmes sont encore en conclave, ils ne sortent pas pour dire quoi que ce soit. Il attend réunir tout avant de parler. Moi, je croyais que à l'ouest, les chefferies étaient les gens à cirer l'os. Mais non. Pour qu'on intronise un chef Bamileke, il est censuré. Hein? Censuré à un niveau. C'est-à-dire, Mathias, c'est-à-dire que pour qu'un chef soit intronisé, il est torturé. Hein? Son père l'envoie d'abord quand il rêve qu'il sera successeur. Quand son père voit que son fils là sera successeur, il l'envoie d'abord loin. On l'envoie d'abord loin, dans un autre village, où il y a même les sauvages qui vont bagarrer avec lui, voire même casser les dents. Il vit là-bas. Quand il sent déjà qu'il est prêt à mourir, c'est là où il fait venir ce fils-là. Ce n'est pas pour lui donner le lait. Quand il vient, il lui met d'abord quelque part, on lui bastonne. Aux fesses, tu es parti faire le vagabondage, alors qu'il a monté tout, en toute pièce que son fils aille. Son fils aille. Il est trop détesté, comme tu disais tout à l'heure. Il est trop détesté, non, je dois partir et tout. Il prend sa côte d'homme, il part, il vit là-bas. De temps en temps, il envoie quelqu'un qui fait le transport, n'importe comment. Il vient, il vit dans ce village même une semaine. Pour voir comment est-ce que son enfant va. Il vit là une semaine, il monte dans la voiture, il descend. C'est ce que j'ai vu. Hein. Il repart rendre compte à son père. Que voilà comment il se comporte. Voilà comment il se comporte. Voilà. Quand il rentre, que par exemple son père, on lui fait d'abord, oh, tu es parti faire le vagabondage, et pourtant ton père est là, il n'a rien et tout. Et pourtant, avec ses autres frères, c'est lui qui refusait tous les services que les autres enfants devaient lui rendre. Il se trouve maintenant qu'il n'a pas les babouches. Il se trouve qu'il n'a même pas le drap dans son lit, alors qu'il a pris tout ça, il l'a caché. Il se trouve que, donc, pour nous comme ça, on comprend très bien l'éducation. Mais pour les autres, ils vont voir que c'est les tortures. Oh, c'est la formation. Alors, c'est la formation. Alors, il va d'abord lui pénaliser avec les notables. On l'amène d'abord dans les coins de la chefferie, parce qu'il y a les chefferies bamileke ont les cellules. Oui, on lui fesse d'abord là-bas bien. Tu vas encore abandonner ce village. Tu vas encore quitter ici là pour aller habiter ailleurs. Tu vas encore faire ceci. Tu vas encore faire cela. Les notables te fessent très bien. Des coups de poing.
Maintenant, pour te faire comprendre que tu es vrai dans ce que tu dis, dans tes engagements, on vient donc avec la calebasse, tu jures là. Là alors, tu deviens le fils du chef. Tu commences donc l'école vraie de la chefferie maintenant. Tu vas obéir, tu vas faire ceci. Tout le mal que tu as eu là-bas, là, tu vas commencer à réfléchir que je veux faire comment. On te dit que non, maintenant on va chercher une femme. Si tu ne parviens pas à trouver la femme, on t'oriente que bon voilà, tu peux trouver là-bas. Là où tu sors, tu as laissé combien d'enfants là-bas? Qu'est-ce que tu leur as dit? Donc arrange-toi. Toi-même, tu vas trouver que peut-être la femme qui est là-bas, l'éducation, là, ça ne peut pas marcher ici. Tu seras obligé de rester. C'est pour cela qu'on dit que dans les chaufferies bamlékées, il n'y a pas les filles, par exemple, des autres horizons. Parce que c'est strict. C'est rude. C'est rude. Lui-même ne voit pas du bien en tant que chef. Il ne voit pas du bien. Donc, d'autres, quand ils sont des malins, ils prennent donc même 5 ou 6 femmes. Ils mettent là. Ils commencent à gérer comme ça. Ce n'est pas toujours facile, hein, matriage. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Être commandeur, ce n'est pas facile. Mais déjà, quand tu es initié, tu es informé, tu es averti, ça marche. Parce que tu ne peux pas changer cette nature que la nature t'a accordée, que Dieu t'a accordée pour aller vivre une autre vie. C'est là ta pointure. D'accord, matriarche, avant de sortir définitivement de cette émission, nous nous rendons compte de plus en plus aujourd'hui que il y a des chefs qui ont usurpé. Oui. Donc, c'est-à-dire, ils ne devaient pas être chefs, mais ils ont utilisé parfois l'argent pour devenir chefs après la mort de leur père. Or, dans le testament, le père avait plutôt choisi tel autre, mais il a usurpé. Est-ce que dans le Movungu, par exemple, si c'est vrai que dans l'initiation, vous êtes automatiquement reine, bon, maintenant, s'il faut introniser une femme du Movungu, une reine du Movungu, c'est-à-dire dans un royaume, est-ce qu'une femme peut sortir de nulle part, étant par exemple la fille de la reine défunte et obligée par la force qu'on l'intronise reine? Et si ça arrive, quelles peuvent être les conséquences? Elle ne peut pas être intronisée reine si elle a refusé d'être initiée, déjà. Et de deux, si elle s'entête à porter ses attributs qu'elle ne connaît pas le nom, parce que dans tous les attributs traditionnels, il y a ce qu'on appelle le mot de passe, parce que je ne peux pas utiliser ton téléphone si je n'ai pas ton mot de passe. Hein? Elle ne peut pas venir utiliser mon téléphone si elle n'a pas le mot de passe. Donc, c'est comme ça dans tous les attributs traditionnels, si tu n'as pas le mot de passe. Mais déjà, comme tu parles de la chefferie, là, ça va encore nous donner quelques minutes, si vous pouvez nous accorder. Bien sûr, justement, on a un peu de temps. Quand même. Voilà. La chefferie, le patriarcat, le matriarcat, c'est deux choses différentes. Puisque le patriarcat, c'est la royauté. Aujourd'hui, on refuse d'appeler roi parce que le colon nous a fait taire que c'est lui qui doit donner cet aval. Donc, en principe, le chef est roi. Non, le chef n'est jamais roi. Le chef, c'est un auxiliaire colonial. C'est pour cela qu'il porte les galons. Les galons, justement. C'est le patriarche qui est roi. C'est la matriarche qui est reine. D'accord. Et on tente à les négliger. Même le chef du village sait que quand le patriarche dit ceci, il ne peut pas beaucoup régimer. Mais et pourtant, on lui paye parce qu'il est auxiliaire de justice. Il a les galons coloniales. Déjà qu'on les a donné la tenue kaki, c'est les colons portaient quoi? La tenue kaki. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Tu ne peux pas être chef du village et être patriarche. Ça, c'est faux. Le patriarche, c'est le patriarche.
Le chef du village, c'est le chef du village. Le patriarche a les mots des ancêtres de son village. Si tu es chef du village et que tu veux être patriarche, mais déloge-toi de la chefferie, donne ça à une autre personne qui est auxiliaire de la justice. Parce que aujourd'hui, là, je vois quand je suis passé dans leurs choses-là, je parle de leurs choses-là. Cela veut dire que quoi? Le temps que j'ai passé aussi dans les banques pour dire que j'apprends l'école. Dans un certain truc de statistiques, j'ai trouvé que les chefs, quelque part, ne faisaient pas leur travail. Ça, je ne suis pas en train de les critiquer, mais c'est ce que j'ai découvert. Le chef doit d'abord avoir le registre de recensement de tous les habitants du village. Le chef doit être à la tête de tous les projets que le gouvernement doit implémenter dans son village. En eau, en hôpital, les hôpitaux, l'électricité, les routes. C'est les chaufferies qui doivent demander les routes et non les individus élites de ce village. C'est les chaufferies. Les individus élites doivent seulement être derrière leur chef pour demander la route. C'est le contraire aujourd'hui. C'est le contraire aujourd'hui. C'est telle élite qui veut seulement que la route parte dans son village. Ça évite même la route de la chaufferie. Et parfois, le chef vient même demander l'aumône à l'élite. Il vient demander la misère. Il devient chef parce qu'il sera à la tête de l'aumône des élites. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Par contre, on a encore des patriarches, hein? Soit qu'ils soient jeunes ou vieux, ils ne regardent pas tout ça. Ils sont kazakhs. Et là, c'est un danger. On les néglige. Ils sont négligés dans leurs efforts. Parce que c'est le patriarche qui dit même toutes les lois dans le village que je ne veux plus entendre de désordre. Parce qu'on sait qu'avec le patriarche, il peut parler aux ancêtres, on te maudit. Comme un de ces patriarches avait parlé dans son village que je ne veux plus les enfants qui fument le banga. Dans ce village. Celui qui va encore fumer le banga, que je passe, je sens l'odeur du banga. Les ancêtres vont lui gifler. Et quand les ancêtres, un fantôme te gifle, il a giflé, ils ont giflé le premier jour. Les bangamans ont dit que le chef est sorcier. Deuxième jour, ils ont encore fait gifler. Quand eux-mêmes, ils ont dit comme ça, là, ils étaient obligés. D'autres ont délogé, d'autres ont arrêté le banga. C'est un patriarche que je préfère taire son nom. Ils sont les chefs de la tradition. Mais le chef aussi ne convoque pas les ancêtres. Il ne connaît pas. Régulièrement, les chefs ne connaissent pas. Ils n'ont pas la clé. Ils n'ont pas la clé de passe. Ils n'ont pas la clé de passe. Puisque les chefs du village sont les auxiliaires de la justice. Hein? Et je ne les insulte pas, mais la façon qu'ils réduisent les choses fait peur. Parce qu'il y a un procès. L'autre a donné plus de vin rouge que l'autre, qu'il n'a pas eu gain de cause, et pourtant, il disait la vérité. Hein? Donc, il y a ça. Hein? Il y a que le patriarche, lui, quand il sort son jugement, il met les gris-gris. Ça juge. Si tu es coupable, moi, je connais certains chefs du village que ils jugent selon les moyens. Mais je connais aussi les patriarches qui sont que si tu es coupable pour quelque chose, il va mettre quelque chose, tu vas te retrouver que c'est toi qui es coupable devant tout le monde. Tu vas trouver que tu es coupable devant tout le monde. Il va te dire que toi-même coupe les bâtons. Par exemple, coupe les bâtons. Tu coupes ces bâtons-là, ont la même taille. Il dit que toi-même, tu es où? Donne à telle personne, c'est toi là-bas. L'autre personne est où? Donne à telle personne, c'est lui là-bas. Les deux personnes viennent mélanger les deux bâtons. On dit que c'est lui qui est coupable, c'est le bâton qui va devenir court. C'est lui qui n'est pas coupable, le bâton va rester tel qu'on a donné la taille.
quand on jouait les deux bâtons, ton bâton est court. On va dire que, dis-nous. Pourtant, on a coupé à la même taille. C'est toi-même qui as coupé, pas une autre personne. Ça alors? C'est toi-même qui as coupé, pas une autre personne. C'était automatique. C'est automatique, tu vas dire. Et maintenant, il y a beaucoup de choses. Et les patriarches ont beaucoup de choses, hein, que les colons ont voulu faire taire. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils font la tradition. Ils sont là, ils font la tradition. Donc, un chef du village n'est pas un patriarche. Ça, je suis désolée, on dit chef traditionnel. Oui, chef traditionnel, tu es chef dans un groupement. Hein? Prenons par exemple les informations de RFI. Tu as souvent suivi à RFI. Le président, par exemple, français, a fait ceci. Et quand on arrive en Afrique, on ne dit pas président en Afrique, hein, on dit le chef du gouvernement camerounais. Le chef de l'État. Le chef de l'État camerounais. Le mot s'explique à sa prononciation. Le chef de l'État camerounais. On ne dit pas le président camerounais. On ne peut pas te donner cet honneur-là. Hein? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, Mathias, entre président et chef de l'État? C'est parce qu'on ne peut pas provoquer cette aura-là en toi. C'est pour cela qu'on ne peut pas te dire que président. Hein? On dit le chef de l'État camerounais. Parce que quand le colon quittait, il a fait les groupements. Chaque groupement avait à sa tête un chef. Un chef d'État. Hein? Un chef d'État. L'État politique qu'il a laissé, c'est lui qui est le chef de ça. Le chef de l'État politique que le colon a laissé, c'est toi qui gères ça. Le chef de l'État camerounais, par exemple. Ça alors, c'est très étrange et pertinent, Mathias. RFI, je dis, écoute bien les informations de RFI. On n'a jamais appelé un président africain président, jamais. Non, moi je vais encore vérifier ça, Mathias, je vais encore vérifier ça. Ok, pour sortir définitivement, comme on parlait justement de reines aujourd'hui, alors est-ce que toutes les reines sont habilitées à soigner? Parce que je rappelle que dans le Movungu, toutes les femmes qui sont initiées au Movungu soignent. Oui. La preuve avec toi, Mathias, ça fait longtemps que tu soignes des maladies, même les plus compliquées. Et parfois, tu t'attaques même au cancer. Je dis ce que j'ai vu et que j'ai vécu. Oui. Alors, est-ce que toutes les reines, forcément, ont la capacité de soigner? Tous les reines initiées au Movungu ont la capacité de soigner. Parce que quand tu soignes, on te montre les produits, les herbes, les écorces que tu dois utiliser. Il y a les bonnes écorces. On te dit par exemple, je te dis par exemple, et tu peux aussi retenir ça. Une écorce que tu prends, tu mets dans l'eau. Ça fait l'huile en haut. C'est une écorce qui a des toxines que tu ne dois jamais soigner quelqu'un avec. Une écorce que tu mets dans l'eau. Et ça fait l'huile au-dessus. Tu ne dois jamais soigner quelqu'un avec. Or, quand tu prends une écorce, tu mets dans l'eau, ça ne fait pas l'huile au-dessus, tu soignes quelqu'un avec. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça, par exemple. Donc, on te montre plusieurs choses comme ça. Plusieurs choses. On te montre l'état spirituel des gens. On te montre beaucoup de choses dans le Movungu. D'accord, mais ça c'est très important. Maintenant, matriarche, pour tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de femmes justement qui posent les questions sur la page YouTube de Québec Télévision. Comment s'initier au Movungu? Est-ce qu'il y a des séances d'initiation? Est-ce que tu le fais en groupe? Est-ce que tu le fais de façon individuelle?
Est-ce qu'il y a une fréquence? Ça se fait où et comment? Il y a beaucoup de gens qui justement posent des questions sur comment est-ce que... Parce qu'elles sont intéressées justement par l'initiation au Muvungu. Au Muvungu. Donc, il y a, par exemple, au Muvungu, on fait 2 séances de Muvungu par an. Par an? Oui, 2 séances. 2 séances, les grandes séances, non. 2 séances par an. La séance d'entrée et la séance de sortie. Entre-temps, les femmes au Muvungu sont en contact dans les recherches de comment évolue la nature. Par exemple, comme on a déjà ce fléau de réchauffement climatique. Par exemple, comme c'est ce qu'on a, nous les femmes au Muvungu, on a ça maintenant. Le réchauffement climatique fait déjà que les eaux tarissent, les petites sources là tarissent, les herbes brûlent, les semences ne donnent plus comme il se doit. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent dans la nature. Il faut bien qu'on s'asseye, on demande à Dieu et aux ancêtres comment on les convoque. Ils viennent nous dire comment on doit faire. D'accord. Donc, ceux qui sont ouverts spirituellement peuvent voir. Mais ceux qui sont fermés peuvent voir par les rêves. D'accord. Tu vois, non? Donc, il y a ça. Il y a aussi que quand une femme Muvungu, il y a, par exemple, les fléaux dans le pays, ou quelque chose se passe dans sa contrée, par exemple, commençons par une contrée, que bon, il y a un truc que les gens font, par exemple, comme les gens venaient souvent avec les pesticides pour mettre dans les champs de cacao. Si tu es dans le Muvungu, tu peux rester comme ça, tu dis que mais les pesticides qu'on met là, dans les champs de cacao, la fumée là, ça tue les lièvres, ça tue les oiseaux, ça tue les insectes. Quand un petit enfant respire ça, ça ne peut pas le tuer. Tu vas constater dans la société que après le passage de cette fumée, les petits enfants sont morts. Ceux qui ont respiré ça. Puisque l'air n'est pas... Tu ne peux pas dissocier l'air à la respiration. Donc, l'air n'est pas dissocié. C'est comme un liquide que tu mélanges le rouge et le vert. Quand on te dit que dissocie donc... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu pompes, forcément, l'air transporte justement cette fumée-là. Dans les maisons. Et les gens en respirent. Les gens en respirent. Quand bien même tu es soulagé que ça a tué les... Comment on appelle les insectes? Les charançons. Les charançons au cacao. Ça a tué les bêtes que peut-être vous êtes encore parti prendre ça pour manger. Mais ça vous a détruit à moitié. D'accord. Vous allez rester vivre là. Personne ne va plus vivre longtemps. Hein. Votre vie est réduite. Et tu vas te dire que non, c'est parce que ceci. Quand les gens commencent à se plaindre, toi, tu es dans le Muvungu. Tu es gardienne de la société, gardienne mystique, gardienne de physique aussi, de certaines choses. Et qu'est-ce que tu fais donc face à un problème comme celui-là? Face à un problème comme celui-là, tu le déclares que voilà, c'est là où nous sommes tombés. C'est comme vous êtes dans un bateau. C'est là où nous sommes tombés. Que ces choses ne viennent plus. Maintenant, tu vas donc rester savoir que bon, comme les gens ont consommé ça, y compris toi-même, comment tu dois faire pour les soigner. Vous vous asseyez donc. Vous commencez à chercher comment remédier pour les plantes, comment remédier pour les hommes, les animaux et autres. C'est comme ça. D'où l'importance de l'initiation que les femmes du Muvungu ont justement acquise. Oui. Donc, il y a ça. D'accord. Maintenant, matriarche, pour sortir définitivement, pour toutes celles des femmes qui sont à l'étranger et qui souhaitent justement s'initier au Muvungu, est-ce qu'elles doivent participer seulement aux 2 séances par an, c'est-à-dire à l'entrée
à la sortie. Et maintenant, au quotidien, comment est-ce qu'elles vont vivre l'initiation? Comment est-ce qu'elles vont expérimenter pour véritablement être plus tard initiées après le temps prévu de l'initiation, justement? Voilà, la femme de Movungu, quand elle veut être initiée, celle qui n'est pas encore initiée, qu'elle parle la langue locale, une de ces langues locales ou pas. Il faut qu'il y ait une langue d'échange. Il faut qu'il y ait une langue d'échange. D'où elle peut elle peut transmettre dans sa langue locale qu'elle parle, qu'elle soit afro-descendante, qu'elle soit n'importe quel ressort de la femme Mais noire. malheureusement, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont en Europe, de nos sœurs, de nos filles, de nos épouses, mais qui parlent essentiellement la langue française. Comment celles-là vont s'y prendre, matriarche? Elles peuvent s'y prendre avec les mots de passe, si elle peut transmettre. Ah, d'accord. Si elle peut transmettre, donc elle peut se transmettre la langue là. D'accord. Puisqu'elle a toujours prié avec cette langue, elle est née avec. Tu ne vas pas changer sa nature. Elle est née avec. Mais tu peux quand même l'expliquer que bon, dans la langue, voilà ce que ça dit. Quand tu dis tel mot à la langue, voici ce que ça dit. Elle peut traduire en français pour comprendre. Oui. Ok, d'accord. Pour se connecter. D'accord. Bon, il faut déjà qu'il y ait ce petit détail-là. Parce que quand on te dit de prononcer un mot de passe, pour que tu saches que tu es connecté avec cette langue que tu parles, c'est avec la réaction que tu auras après avoir prononcé. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup une fois de plus, maquillage. Ça a été un plaisir une fois de plus ce matin. Ainsi pour moi, parce que nous voulons que les femmes, surtout africaines, s'initient au Movungu, parce qu'on veut des Africains. On veut des Africains comme avant. On ne veut pas les Africains faibles. Parce que d'où un Africain sort d'où avec les faiblesses sexuelles? Hein? L'Africain sort d'où avec ça? L'Africain sort d'où avec la stérilité? Elle sort d'où avec ça? L'Africain sort d'où avec cette paresse de se lever à 10 heures? L'Africain sort d'où avec ça? L'Africain était qu'il se lève torse nu pour prendre les nuages de tôt le matin là. Il a déjà la machette en main. Il a déjà la machette en main. Direction le champ, la forêt. Hein? Il sort d'où avec ça? Hein? Il faut que eux aussi, ils apprennent que là où, par exemple, comme on parlait les gens de l'Europe tout à l'heure là, voilà, pour ceux qui veulent se faire initier, elles doivent déjà commencer à réfléchir que les femmes au Vungu, maintenant, on est dans un système où le réchauffement climatique et le désert, tout le changement climatique là, il faut déjà demander aux ancêtres comment remédier à ça. C'est ça qu'on va s'asseoir récemment là. On va s'asseoir d'ici peu de temps pour réfléchir, parlementer, voyager spirituellement, même pour ça, pour demander aux ancêtres. Vous avez, dans les années antérieures, même récentes, là, même des histoires on pouvait te raconter étant enfant, que les femmes allaient souvent chercher la production chez les fantômes. Donc, c'est les femmes au Vungu qui faisaient ça. Elle dit que la nourriture ne produit plus. Il faut qu'on lui donne ce qu'il produit. Là-bas, spirituellement, on lui donne. Elle revient, on vous dit que non, c'est tel produit qui donne. Les ancêtres? Oui. Les ancêtres donnaient. D'accord. Ils donnent encore même. Mais on ne les demande pas. On ne les nourrit pas. Parce qu'on ne connaît pas demander. On ne connaît pas demander. On ne fait même plus de libation. On ne fait même plus ceci. On ne fait plus rien pour les ancêtres. Les sanctuaires des ancêtres sont détruits, abandonnés. De nos familles même. Heureusement qu'on a le Movungu, heureusement qu'on a la matriarche
avec tout ce que tu dis sur les antennes de Kemet Télévision, ça va permettre de sensibiliser les uns et les autres, et notamment les femmes, justement, pour que non seulement elles s'initient au Muvungu, pour avoir une autre perception, justement, de la vie, une autre perception de l'univers, une autre perception de l'Afrique. Et à partir de ce moment, ça sera plus facile pour elles, justement, de poser les actes qui cadrent avec les lois de la nature, afin, justement, que ce continent renaisse, effectivement. Merci une fois de plus, Matriage. Merci beaucoup. On va se voir. À Kemet TV. Merci à tous les journalistes de Kemet TV, les techniciens. Merci pour tout. On va se voir très certainement la semaine prochaine, notamment mardi. Et mardi, là, on va parler de la sexualité de la jeune fille à l'époque de l'Afrique traditionnelle. Et on va comparer avec la sexualité de la fille d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait déjà brossé ça dans une émission, mais cette fois, nous allons entrer en profondeur. On va voir l'excision. Pourquoi à une certaine époque, on excisait les filles. Femmes. Nous allons voir justement la toilette intime de la jeune fille à cette époque-là. À quel âge précisément elle devrait déjà connaître l'homme, comment étaient les rapports sexuels. C'est tout ça que nous allons justement voir mardi prochain, parce qu'il est important que nos mères, que nos sœurs qui font des enfants aujourd'hui et que ces enfants sortent des filles, n'est-ce pas, que dès l'enfance, on commence donc à leur donner cette éducation-là pour qu'elles grandissent avec. Et ce n'est que comme ça véritablement qu'on aura une Afrique qui va renaître de nouveau. Merci une fois de plus, Matriage. Merci. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, on va se retrouver dès demain, mercredi, avec le frère Kombo Bouiti Evanga. Nous allons parler d'une autre spiritualité. Cette fois, ça sera la spiritualité Bouiti. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 11 h sur les antennes de Kemet Télévision. Salut.